Chers amis, vous le savez, le 17 octobre dernier, mon documentaire Adieu les bébés est sorti sur Frontières Plus. Dans ce documentaire, vous retrouverez différents témoignages d'experts, mais aussi de personnes ayant accepté de me confier leur histoire. C'était difficile pour moi de sélectionner qu'un petit bout de ces entretiens, c'est pourquoi nous avons décidé de vous donner ces entretiens en long format, disponibles sur YouTube et sur notre chaîne Frontières Plus. Dans cet entretien, retrouvez Sabrina Medjaber, sociologue et figure incontournable de CNews. L'individu est considéré comme la norme, l'individu suprême, l'individu au-dessus de toutes les contingences. La première des responsabilités est incombée aux réseaux sociaux. L'existence, par définition, elle est réticulaire. Aristote disait l'homme est un animal social. Nous avons besoin de liens sociaux. Donc cette génération a enfanté malheureusement une génération, ce qu'appelle Tony Anatrella, un grand psychiatre social, d'adolescents. Bonjour, je m'appelle Sabrina Medjaber. Je suis présente aujourd'hui chez vous avec plaisir. Dans le cadre de cette interview, j'ai une formation de juriste et de sociologue. On me présente à travers la chaîne CNews où j'officie régulièrement comme plutôt une analyste culturelle. J'ai des domaines de prédilection qui sont liés à mon inquiétude vis-à-vis de mon pays, que sont entre autres le communautarisme, la laïcité, l'assimilation, à laquelle je suis farouchement attachée, à la conception politique de la citoyenneté aujourd'hui, le déséquilibre de nos institutions, le climat de plus en plus insécurisant en France, donc tout ce qui anime en réalité le quotidien de chaque Français qui tient à son pays et qui se dit fier d'être français. Alors, il y a une étude qui est de l'INSEE qui est parue il y a quelques semaines sur l'abyssal déficit démographique que la France n'ait jamais connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette chiffre, elle me fait penser à une citation du philosophe Auguste Comte qui dit que la démographie, c'est le destin. Donc évidemment que ça interroge déjà sur le constat parce qu'il est alarmant et donc il soulève des inquiétudes, mais il interroge aussi sur les causes multifactorielles qui ont ébranlé la nation française parce qu'en premier lieu, l'atomisation de la famille en fait partie. Alors si on reprend un peu le cours de l'histoire, les Français ont fait beaucoup d'enfants, ce qu'on appelle le baby-boom des fameuses 30 glorieuses, mais pas à partir de 1945 en réalité, plutôt dans les années 40, sous l'occupation, parce que dans une période de troubles, il y a toujours une pulsion de vie. Donc les Français ont beaucoup enfanté à cette époque, et ensuite ça a donné le fameux baby-boom dans une période de prospérité inégalée entre 45 et 75. Et ensuite, je fais un schéma un peu, on va dire un peu véloce. On a eu la révolution culturelle de mai 68. La révolution de mai 68, elle a eu deux conséquences majeures dans les mutations sociales. D'une part, elle a transformé l'adulte, c'est-à-dire qu'elle en a fait un adolescent à travers des adages bravés comme « il est interdit d'interdire » ou « jouir sans entrave ». Avec ce fameux jalon clinique qu'on appelle l'intolérance à la frustration qui fait tant débat aujourd'hui dans le cadre de l'ultraviolence des mineurs. Donc première conséquence. Seconde conséquence, il a complètement atomisé la famille. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une famille ou d'une cellule familiale nucléaire à une cellule monoparentale. Et aujourd'hui, l'individu. L'individu est considéré comme la norme, l'individu suprême, l'individu au-dessus de toutes les contingences, dont les malheureuses, j'ai envie de dire, valeurs sont le nomadisme et la solitude. Donc ça, c'est pour poser le cadre, on va dire anthropo-historique, et puis le fameux... la fameuse décision qui a été prise, parce que là on rentre plutôt dans un débat politique, de la suppression de l'universalité des allocations familiales sous François Hollande. Il faut savoir que d'ailleurs ce débat avait été déjà amorcé lors du pouvoir de la gauche plurielle à l'époque sous Jospin, où bizarrement les communistes s'étaient battus
pour que cette allocation soit préservée. Donc on a tout un cheminement sociologique, anthropologique, culturel qui mène aujourd'hui à ce que, pour une partie bien sûr, les femmes occidentales, parce que ce n'est pas seulement un problème français, aujourd'hui font beaucoup moins d'enfants. Je crois qu'on a un taux de fécondité qui est proche de 1,6, Oui, quelque chose comme ça. Et j'avais pris d'ailleurs un chiffre qui était très intéressant par rapport au désir d'enfant. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez ce déficit absolument abyssal et à la fois un désir qui est plus élevé. Alors le taux de fécondité en 2023, selon l'INSEE, parce que c'est important de savoir d'où on parle, est de 1,69 précisément, alors que le désir, lui, les désirs estimés entre 2,3 et 2,7%. Et en fait, je crois que la marge d'étude que nous devons poser se situe dans ce différentiel-là entre le taux de fécondité et le désir d'enfant. Et pour ça, il y a évidemment plusieurs facteurs qui l'expliquent. Il y a effectivement, comme tu le dis, il y a différents facteurs. On va les aborder au long de cet entretien. Toi, lesquels est-ce que tu as déjà identifiés? Quels sont les facteurs principaux que tu as pu entendre déjà autour de toi? Il y en a certains qui reviennent, l'écologie, notamment la peur d'un avenir, puis aussi le soi, penser à soi, une forme d'égoïsme qui est légitimé. Quel facteur, toi, tu as vraiment analysé et posé? Nous vivons un monde de crise. Un monde de crise, on le voit à travers l'éco-anxiété qui est très manifeste chez les jeunes générations, au sein de la jeune génération, la génération plutôt alpha, entre 13 et 16 ans. Vous avez aussi une grave crise de la conjugalité qui est liée aux réseaux sociaux, où finalement tout est interchangeable, tout se décide à la manière d'un DRH. Vous choisissez votre futur compagnon ou compagnonne suivant certains critères bien précis. Puis si les critères ne vous correspondent pas, eh bien, c'est jeté à la poubelle. Donc ce qui est là complètement l'érotisation de la relation dans ses prémices, c'est-à-dire l'envie de séduire, l'envie même de se parer pour séduire, les premiers émoustillements d'un rendez-vous amoureux, etc. Je trouve que les réseaux sociaux ont vraiment abhorré, arasé toute cette façon-là de se fondre dans un moule social où la surprise crée parfois un sentiment amoureux ou une première connexion, on va dire. Donc la crise de la conjugalité, crise de l'éco-anxiété, crise sécuritaire, évidemment. On en reparlera plus longuement parce que ça me semble réellement important. Crise financière, évidemment, crise économique. Et à travers la crise économique, il y a la crise du logement, il y a la crise de l'emploi, à travers sa pérennité, assurée ou pas. Il y a également les ambitions qui se voient réduites parce que les managements aujourd'hui sont de plus en plus toxiques, malgré ce que l'on prétend à travers l'ouverture à l'américanisation, si vous voulez, des modalités de travail avec les open space, les safe space, les healthy lives, etc. D'autres causes, je crois que ça suffit déjà, hein, crise économique, crise écologique, crise sécuritaire, crise du logement et crise de l'engagement. Ouais. Ouais. Pour rebondir sur cette crise de l'engagement, on parle d'incel. C'est un mot qui revient beaucoup, même chez les jeunes, chez les adolescents. Il y a cette crainte. Il y a d'ailleurs une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Adolescent ou Adolescence. Je l'ai vue, elle est absolument incroyable. Qui est incroyable et qui est très révélatrice d'une génération, la génération alpha dont tu as parlé, et qui finalement est une génération d'hommes et de femmes très séparés, qui se séparent de plus en plus. Et moi, on m'a demandé d'en parler dans mes commentaires. Il y a des hommes et des femmes qui me disaient « je ne trouve personne » pour avoir des enfants. Je pense que c'est aussi un facteur, c'est cette division qui est en train de s'imposer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce phénomène ? La première des responsabilités est incombée aux réseaux sociaux. L'existence, par définition, elle est réticulaire. Aristote disait l'homme est un animal social. Nous avons besoin
de liens sociaux, nous avons besoin pour savoir qui l'on est. Donc déjà, le premier des facteurs, c'est ça. Ce sont les réseaux sociaux qui, au lieu de rassembler et de fédérer, finissent par vous transformer en unité algorithmique. Et ça, c'est un réel problème. Pourquoi ? Parce que contrairement, encore une fois, aux ambitions des réseaux sociaux, qui est de créer une fédération ou une espèce de fratriarcat comme ça à travers les différents types de réseaux, que ce soit X, Instagram, Twitter, Snapchat, finalement, elle ne fait que renvoyer le jeune dans sa propre solitude, en deçà même des troubles que les réseaux créent, parce que les réseaux sociaux, plusieurs médecins le démontrent, ils sont à la fois très anxiogènes et à la fois très pathogènes. Troubles de l'alimentation, troubles de la paranoïa, autodiagnostic, mutilation, désinhibition et passage à l'acte violent parce que le lobe frontal est saturé. Enfin, plusieurs médecins expliquent ça bien mieux que moi. Donc d'une part, il y a les réseaux sociaux qui, ont comme malheureuse conséquence presque de rigidifier la jeune femme ou le jeune homme qui est censé être dans son processus de maturation affective, dans son processus de maturation sociale, par précisément le partage et l'ouverture à l'autre. Donc les réseaux sociaux, malheureusement, ne font que enfermer le jeune dans sa propre individualité, sans que l'autre lui fasse comprendre ou percevoir qu'il est un être singulier. Les réseaux sociaux, au contraire, ils vous renvoient à ce que vous n'êtes pas. Donc ça, c'est un des premiers, malheureusement, facteurs de déstabilisation psychologique des jeunes et donc de distanciation vis-à-vis de la société, puisque les réseaux sociaux ne nourrissent pas l'estime, puisque les réseaux sociaux ne confèrent pas de confiance, puisque les réseaux sociaux n'élèvent pas socialement un jeune homme ou une jeune femme, eh bien, il se retrouve livré à lui-même, ce qui est d'une violence absolument inouïe. On vient d'en parler, des troubles. Et donc, je pense que cela précise le refus de s'engager parce que nos jeunes deviennent de plus en plus intolérants à la frustration, deviennent de plus en plus intolérants au refus, deviennent de plus en plus intolérants à la sanction, et sanctions morales, j'entends, c'est-à-dire pas simplement des insultes, mais le fait de ne pas être gratifié parce qu'ils ne sont pas assez. Les réseaux sociaux exerçant une surenchère incroyable sur l'honorabilité, la respectabilité, la beauté, l'esthétique, le pouvoir, tout ce que Bourdieu appelle le capital social, fait que ces jeunes ne se sentent plus du tout à la hauteur de quoi que ce soit et envers qui que ce soit. Ça me permet de faire le pont évident avec l'éducation. Est-ce que tu penses que l'éducation joue un rôle déterminant ? On parlait aussi des 68 arts tout à l'heure, de cette génération qui a eu un impact sur aussi une nouvelle génération qui sont eux-mêmes devenus parents, qui deviennent grands-parents, mais qui ont transmis certaines façons de voir, une liberté à tout point, une liberté sans limite parfois. Qu'est-ce que tu analyses là-dedans sur le rôle de l'éducation familiale, mais aussi dans la scolarité avec l'éducation nationale qui prend de plus en plus le pas sur cette éducation familiale. Alors, ce fameux aphorisme « jouir sans entrave, il est interdit d'interdire », comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma chère Louise, en propos liminaire, a complètement infantilisé l'adulte et aujourd'hui adultifie l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans un renversement anthropologique absolument désastreux pour l'avenir d'une nation, où les repères malheureusement s'effritent de ce point de vue-là. Cette génération de post-68, elle a été évidemment amenée à élever ses enfants sous ce joug-là, avec en plus une libération sexuelle aujourd'hui que l'on paye et que l'on voit malheureusement à travers tous les procès ou toutes les commissions qui concernent l'omerta dans le monde du cinéma, par exemple. Donc ça, c'est pour le paradigme, on va dire, un peu anthropo-historique. Sur l'éducation nationale, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet parce que l'éducation nationale, depuis Giscard et son fameux ministre d'éducation à l'époque, René Davy, a considéré
alors déjà, que tous les niveaux se valaient, hein, avec le fameux collège unique, donc c'est déjà le nivellement par le bas, donc fin de la méritocratie. Ensuite, on a eu Jospin et sa politique constructiviste, c'est-à-dire l'enfant doit apprendre à apprendre. Et puis plus tard, à l'aide de psychologues comme Madame Françoise Dolto, eh bien, l'éducation nationale a décrété que l'enfant autodétermine son éducation. L'éducation est endogène, elle n'est pas exogène, et que finalement, le maître doit baisser de son estrade et l'enfant roi, hein, initié, galvanisé, consacré par Madame Dolto, a pris le pouvoir. Je ne sais plus qui disait malheur à celui dans la cité dont l'enfant est roi. Je ne sais plus de qui ça vient, mais enfin cette citation résume parfaitement aujourd'hui le drame de l'éducation nationale, entre autres parce que la violence qui s'y installe n'est plus sanctionnée par les parents. Et là est le problème, c'est-à-dire que les parents sont complices des enfants qui licencient eux-mêmes leurs parents dans le résultat d'une sanction. Voilà, c'est-à-dire que plusieurs professeurs aujourd'hui n'osent plus émettre de sanctions, d'une part parce qu'ils ont peur de la réaction de l'enfant, et d'autre part parce qu'ils ont peur de la réaction des parents. Il y a eu une libération de la femme, c'est un parallèle à toute cette libération de manière assez globale, et ça a eu un impact conséquent, je pense, sur l'évolution à la fois positive sur certains points, évidemment, mais parfois négativement. On voit, il y a un rapport qui est fait entre la baisse de la natalité et la hausse de l'accès à l'éducation, notamment aussi pour les femmes, sur toute cette évolution historique. Quel point de vue tu as justement sur cette allusion, j'ai envie de dire, cette illusion plutôt qu'on a donnée à des femmes pour leur faire croire qu'elles allaient reprendre le pouvoir de leur vie en ayant une carrière et en pouvant potentiellement avoir accès à tout, sauf que la réalité n'est pas forcément celle qu'on leur a fait croire. Alors, le problème, c'est que la femme contemporaine, elle se challenge partout. Pourquoi ? Parce que la société lui impute ce devoir. C'est-à-dire qu'elle doit être une super mère, elle doit être une super épouse, je caricature, hein. Elle doit être une ou un super manager au travail, et elle doit être une super amie, elle doit être une super fille, parce qu'elle a certainement des parents. Donc il y a ce qu'on appelle la fameuse charge mentale qui pèse sur elle, et évidemment que cette condition-là est liée à ce que le féminisme post-de Beauvoir a créé, en tout cas à enfanter, à féconder sur la pseudo-libération des femmes. Je ne dis pas évidemment que tout ça est entièrement désastreux. Sur le plan des conséquences, il y a évidemment des avancées qu'il faut saluer, hein, sans quoi vous et moi ne serions pas là aujourd'hui en train de débattre sur ce sujet. Mais il a eu malheureusement une contre-conséquence qui a été celle de l'épuisement moral des femmes, et donc d'un refus aussi de l'engagement, parce que l'imaginaire collectif féminin traduit certainement aussi la peur de s'engager, parce qu'à travers l'engagement, il y a tout ce prisme-là que la femme doit supporter, et comme la liberté individuelle est plus forte que tout, eh bien parfois ça explique aussi pourquoi certaines femmes refusent de concevoir des enfants, refusent d'élever des familles, et d'où la fameuse génération No Kids que Gabrielle Cluzel dans son dernier livre, là, Yes Kids, a complètement contredite, quoi. Et c'est d'ailleurs le livre très intéressant, parce qu'elle parle justement de cette fameuse et incroyable joie qu'est la maternité. Ça, c'est une inquiétude qui revient beaucoup dans les arguments des femmes, c'est le changement du corps. Tout à fait. C'est le changement du corps, et je pense qu'effectivement, ce parallèle avec les réseaux sociaux, il est évident. De toute manière, je pense que maintenant, on peut que le voir. C'est une donnée aussi, pardon ma chère Louise, chez les femmes, c'est une donnée prépondérante. Tout à l'heure, je parlais de nomadisme et de solitude comme valeur de l'individu moderne. Je pourrais parler de jeunisme comme valeur fondamentale de la femme aujourd'hui. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ça se manifeste, c'est très intéressant de l'observer à travers le vêtement, à travers la manière dont les générations aujourd'hui
se confondent à travers le vêtement que porte la mère et le vêtement que porte la fille. C'est quasiment similaire. C'est vrai que la mode c'est un baromètre existentiel très intéressant à observer parce qu'il prend la température d'une société et elle agite même la mode souterrainement le futur d'une société. C'est prouvé par toute l'histoire de la mode d'ailleurs. Tout comme les très jeunes femmes aujourd'hui ont l'air très femmes. Très femmes, absolument. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on voit effectivement que l'âge recule de plus en plus pour avoir un enfant. Le taux de fécondité, effectivement, il est assez bas, mais l'âge auquel on commence à, en tout cas, vouloir des enfants, avoir des enfants, il arrive vers 30 ans. Là, on est aux alentours de 29,4 ans, il me semble. Donc, autour de la trentaine, on sait qu'à partir de environ 25 ans, on commence déjà à perdre énormément d'ovocytes. On perd de plus en plus, on est de moins en moins fécond. Alors même si on est encore au maximum, ça va vers le moins. Tout à fait. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour revenir, effectivement, on a parlé des études, mais Simone de Beauvoir, elle faisait partie de cette bourgeoisie qui avait accès à ces études. Aujourd'hui, on a mis dans la tête des femmes que c'était la priorité. Puis aujourd'hui, en tout cas, moi, je reçois énormément de messages, de mails de jeunes femmes qui souhaitent témoigner, qui sont en parcours PMA, qui sont alertées dans ce désir d'enfant qui est venu assez tôt, mais qui n'était pas possible avant. Et on leur a dit, vous pourrez en avoir tard. Est-ce que, une fois de plus, on n'essaie pas de faire croire aux femmes que le temps est long? Et est-ce que aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on va arriver un peu trop tard sur l'âge auquel avoir des enfants? Je pense qu'il y a plusieurs causes structurelles à ce que vous venez de dire. Il y a effectivement déjà le niveau d'éducation. On est amené à faire des études plus tard et à quitter le cocon familial plus tard. D'où effectivement le chiffre que vous avez cité sur le premier enfant obtenu après 30 ans, puisqu'aujourd'hui en réalité la réelle indépendance financière vient après les études. Donc il y a ce premier facteur. Il y a le facteur de la politique contraceptive aussi, qui a eu un impact énorme chez les jeunes femmes. L'avortement est c'est à la fois une vraie libération, mais à la fois un vrai tabou aussi. Et ça se manifeste physiologiquement, par la perte d'ovocytes notamment. Il y a également le mode de vie choisi de la femme par son lieu de travail. Est-ce qu'elle travaille loin de ses parents, par exemple? Ce qui, de ce fait, vient casser la solidarité organique avec sa famille primaire. Typiquement, si la fille travaille à Nantes et que les parents habitent à Paris, pour garder un nouveau-né, c'est très compliqué. Les crèches, c'est un déficit structurel énorme. C'est une vraie bataille aujourd'hui pour pouvoir inscrire un enfant en crèche. Donc il y a toutes ces modalités structurelles qui freinent, il me semble, la femme pour pouvoir obtenir un enfant et l'élever correctement, surtout dans de bonnes conditions, j'entends, en tout cas structurelles. Sur la PMA et le risque de fertilisation, ça c'est ce fameux aphorisme « mon corps, mon choix » que moi je réfute. Moi je pense que le consentement n'est pas laissé par rapport vraiment là pour le coup à la PMA. Ça n'est évidemment pas une critique pour toutes les femmes qui souhaitent en avoir parce qu'il y a eu perte d'ovocytes, parce que elles n'ont pas trouvé le bon compagnon qui pourra lui assurer aussi une matrice sécurisante. C'est par la mécanique même, c'est la mécanique même de la PMA que je me permets de critiquer. Parce que d'une part, se servir d'un utérus comme un Airbnb, je trouve ça absolument encore abominable. C'est encore pour moi, selon moi, une rupture anthropologique folle. C'est-à-dire qu'après le père qu'on a tué, aujourd'hui on voudrait tuer la mère. C'est vraiment, on est dans une pente glissante absolument terrifiante. Et aussi par rapport à ce consentement-là, ce choix-là qu'on estime venir d'un consentement parce que mon corps, mon choix. Non, le consentement n'est pas l'alpha et l'oméga de la liberté. C'est la même chose pour le voile, c'est la même chose pour l'euthanasie,
C'est la même chose pour tout ce que l'on croit ou tout ce que l'on érige comme étant une liberté individuelle fondamentale. Non, ce n'est pas, encore une fois, ce que je viens d'indiquer. Mais sur cette question-là, qui est plutôt médicale, je ne saurais pas y répondre de façon... en tout cas avec mon approche, je dirais simplement qu'il y a en effet de plus en plus de témoignages de femmes qui sont de ce fait malheureusement confrontées à cette seule et unique condition, que ce soit la FIV ou que ce soit la PMA ou la GPA, pardon, de pouvoir avoir un enfant qui sera... là, je vais peut-être avoir un jugement de valeur, donc je ne sais pas si c'est bon, mais disons que je n'approuve pas ces pratiques. Et certaines femmes sont lucides par rapport à ça. Là, j'ai reçu un mail pas plus tard qu'hier d'une femme qui donc souhaite témoigner de ce parcours PMA et qui est arrivée finalement un peu à la fin. Donc elle n'a pas réussi à avoir d'enfant. Elle arrive, il me semble, aux alentours de 45 ans et elle se dit que c'est terminé. Elle témoigne de tout ce parcours. Donc ça a été 11 ans, il me semble, de parcours. Très long, bien sûr. Très très long. Et elle m'explique qu'elle a le sentiment d'avoir été trompée, qu'on lui a menti pendant des années et d'avoir été finalement une forme de rat de laboratoire pour tester les produits autour de tout ça, alors qu'en fait, pendant des années, on lui a fait croire qu'elle pouvait pousser la limite de la fertilité et la limite de ce pouvoir d'avoir des enfants, comme si c'était si facile. Je comprends tout à fait son sentiment et je ne suis pas du tout étonnée de son diagnostic. Hein. C'est tout à fait possible qu'elle ait fait l'objet d'une expérimentation et peut-être même que les médecins savaient qu'elle n'avait peut-être pas de chance d'avoir cet enfant et que finalement, ils se sont poussés eux-mêmes dans leur retranchement de recherche chirurgicale. Hein. Rien n'est impossible. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un réel combat et c'est un combat qui est très douloureux sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan social aussi, parce que quoi qu'on en dise, on existe aussi à travers le regard de l'autre. Ça peut être aussi un vrai sentiment d'échec parce que son propre corps, alors qu'on décide de son propre corps, n'a pas réussi avec toute la volonté psychique manifeste d'aboutir à ce projet, eh bien, le corps en a décidé autrement. J'imagine que ça doit être un combat extrêmement, extrêmement douloureux parce que cette femme, elle vivra tout le reste de sa vie avec une frustration interrogative, quoi, qu'elle ne pourra même pas essayer un jour de combler. C'est-à-dire que la science lui a donné malheureusement tort et elle en sera malheureuse. Après, en tant que personne, donc Sabrina, je lui dirais qu'il y a aussi d'autres façons d'être heureuse dans la vie et qu'il y a une autre façon, je pense, de compenser. Mais je crois que quand on n'a pas été mère, on ne peut pas imaginer à quel point c'est difficile justement d'avoir un désir charnel d'avoir un enfant et de ne pas pouvoir. C'est un drame absolu. C'est un drame absolu. Je voulais me pencher aussi sur différentes formes de familles, différentes communautés, puisque je sais que c'est un de tes grands sujets. Est-ce qu'on a une distinction qui est remarquable entre les groupes ethniques, entre les groupes aussi culturels, sur cette façon de voir la famille, de voir les traditions, de voir la transmission, de voir l'enfance? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit arriver en France aussi, toute cette façon de voir autour de la famille de manière plus globale, mais entre familles françaises de souche et familles aussi issues de l'immigration? Quel bilan on est en train de commencer à... En fait, on assiste déjà à un premier bilan. Philippe de Villiers, dans son livre Mémoricide, parle de quelque chose de fondamental. Il parle de société de voisinage et d'identité pérenne. Et il se trouve que les familles d'origine maghrébine, j'en viens donc j'en parle empiriquement, sont très attachées à la notion de famille, sont très attachées aux transmissions des traditions, sont très attachées à ce que leur culture soit cloisonnée. Et c'est d'ailleurs le drame français, et c'est ce qu'on n'a toujours pas compris,
c'est que cette anthropologie qui est clanique, elle n'est pas miscible, elle ne peut pas se mélanger ou se fondre dans le moule individualiste républicain. Ça n'est pas possible. On a tenté de le croire. Les prescripteurs du vivre ensemble, les ingénieurs sociaux du vivre ensemble essayent depuis 40 ans de nous faire comprendre qu'on peut tous vivre ensemble. Non, c'est faux, on ne peut pas tous vivre ensemble. Parce que les pays d'origine, les habitants en tout cas des pays d'origine, eux ont un référentiel identitaire. Ils ont un référentiel culturel. Ils ont un substrat religieux auquel ils tiennent énormément. D'ailleurs, la Oumma, par exemple, qui est la communauté de croyants, vient de la mer. Donc c'est quelque chose auquel ils sont viscéralement attachés et que surtout ils ne négocient pas. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, dans nos sociétés libérales libertaires, où les normes suprêmes sont l'individualisme, la liberté, la perception de la singularité, de l'individualité, etc., ça n'existe pas dans la logique clanique. Le sujet, le je, J-E, encore une fois, n'existe pas. Donc la seule façon qu'il a d'exister, ce n'est qu'à travers le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, ce sont ses multiples allégeances, c'est-à-dire son pays d'origine, son quartier et sa communauté religieuse. En France et plus largement en Occident, rien de ce que nous faisons, ou en tout cas, même si c'est fait et estimé comme étant un péché, ne sera jamais sanctionné sur le plan moral par un quartier, une rue, la famille qui vit dans le pays d'origine, le curé de la paroisse d'en face, etc. À moins évidemment de se confesser, mais le jugement moral ne vient pas n'est pas extériorisé. Ou s'il l'est, c'est parce que vous le sollicitez individuellement. Et c'est pour ça que je dis, et je persiste à dire et à faire comprendre, que les anthropologies ne disparaissent pas avec le franchissement des frontières. Et on a beau vouloir, encore une fois, amener ou aménager une politique d'immigration choisie, il n'en demeure pas moins que lorsque vous installez sur le territoire français des personnes dont les patterns, les structures, la toponymie, c'est-à-dire l'ensemble de règles, sont clairement identifiées à celles du clan, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas avec la laïcité et les valeurs de la République que vous allez y arriver, en fait. C'est tout simplement pas miscible. Voilà. D'ailleurs, c'est une première critique qui est arrivée il y a quelques jours, puisque c'était le cardinal Sarah qui est un petit peu dans les lignes de mire en ce moment. Et beaucoup, en fait, ont été surpris que l'extrême droite, je mets entre grands guillemets, ait envie d'un pape comme le cardinal Sarah. Et puis après, on a dit, on s'étonne qu'ils ont envie de ça, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est conservateur. Mais ils ne réalisent pas qu'au-delà de la mer Méditerranée, il y a des gens qui pensent exactement comme le cardinal Sarah et qui arrivent en France. Tout à fait. Et quelque part, on partage les mêmes idées, c'est juste qu'eux, comme nous, ne veulent pas ça pour leur terre. Tout à fait. Ils sont d'ailleurs sidérés de la façon dont l'Occident est en train de s'araser, dont tout ce qui a fait l'Occident est en train de se détruire par toutes ces idéologies déconstructionnistes. Ça va de l'idéologie de la race, en passant par la transidentité, l'antisémitisme, enfin tout ce qui en réalité abolit réellement les murs porteurs d'une nation. Et d'ailleurs, tiens, deuxième référence à Philippe de Villiers, une nation est une famille de familles. Ça, c'est très important à méditer. Donc oui, les personnes d'origine maghrébine ou même d'Afrique subsaharienne nous regardent, nous, avec stupéfaction parce qu'ils ne comprennent pas comment nous suicidons d'année en année en admettant, en cautionnant, en encourageant, en sponsorisant des idéologies qui nous détruisent de l'intérieur. Et comment, après, ne pas susciter l'intérêt de communautés étrangères, puisque le terrain français est vague. Il n'y a plus rien qui tient en France. Merci à tous d'avoir regardé cet entretien et n'hésitez pas à aller sur Frontières Plus pour regarder Adieu les bébés.
Depuis 1964, le nombre des naissances dans notre pays s'était ralenti. Depuis 1972, il chute. L'individu est considéré comme la norme, l'individu suprême, l'individu au-dessus de toutes les contingences. Nous sommes dans une société qui est individualiste. Avoir un enfant me dégoûte. La vision des femmes enceintes ne m'est pas agréable. À la naissance du féminisme, il y a eu cette idée que la femme avait besoin pour se libérer de ne plus avoir d'enfants. Simone de Beauvoir détestait la maternité. Je pense qu'elle méprisait sa propre mère. De cette insécurité, de cette délinquance que connaît la France, ce sont des signaux qui sont catastrophiques envoyés aux gens qui voudraient avoir des enfants. Parce qu'on ne sait plus comment protéger nos enfants en fait. La première chose, c'est qu'on n'a jamais demandé aux Français, d'ailleurs pas plus qu'aux autres Européens, s'ils étaient d'accord avec cette immigration.